J'ai un son, on a un. Bonsoir à tous et à toutes pour cette bienvenue pour cette troisième soirée de Sud de Science. Donc Sud de Science, c'est le festival du film scientifique. Donc comme vous savez, c'est la troisième édition, donc un peu particulière cette année parce qu'elle est en ligne, mais vous pouvez la voir depuis votre canapé, bien au chaud, donc avec votre plaid bien mieux installé, sans sortir de chez vous. Donc le festival Sud de Science est un festival organisé par les organismes de recherche dont le CNRS, l'IRD, l'INSERM, donc, et piloté par l'Université de Montpellier. Notre association Kimio organise aussi ce festival de Sud de Sciences, donc d'où notre présence ce soir. Le festival va se dérouler en deux parties, donc cette soirée également. Donc une première partie où on va présenter le film, voir le film, et une deuxième partie où on va plutôt échanger, discuter avec un chercheur donc, pour débriefer un peu sur le film, et vous pouvez poser toutes vos questions. Pour poser vos questions, c'est assez simple. Vous avez le chat justement juste à côté donc, de la vision. Les problèmes techniques qu'on a rencontrés lundi nous ont obligé un peu de changer notre pratique. Donc, juste pour vous dire comment ça va se dérouler, ce qu'on va faire, on va discuter ensemble ici, donc dans un premier temps. Ensuite, on va vous mettre un lien justement dans le chat juste à côté, où vous pouvez cliquer sur ce chat, sur ce lien-là, pardon, et vous allez vous renvoyer vers un film. Ne vous inquiétez pas, vous allez changer de plateforme, vous allez sur Dailymotion, mais ne vous inquiétez pas. De là, vous pouvez le faire dès maintenant, ouvrir l'onglet d'à côté, mettre sur pause, en attendant qu'on vous présente un peu ce film-là. Donc, quand on aura fini de la présentation, vous pourrez partir sur cet onglet-là, lancer le film, et quand le film sera fini, on va se retrouver sur ce live pour pouvoir échanger et débriefer sur les questions autour du film. Pour présenter ce film et l'intervenant, je vais laisser la parole à Julie Sansoulet, qui est la responsable communication culture scientifique de IRD Occitanie. Bonsoir Julie. Bonsoir John, bonsoir à tous et à toutes et à tous. Je suis vraiment très heureuse de participer à cette troisième édition du Festival Sud de Sciences dédié à la santé. Je souhaite tout d'abord féliciter l'équipe, notamment pour la soirée d'hier sur les épidémies. C'était vraiment très réussi et j'espère que ce sera de même pour celle-ci. Film et plus de 1000 séquences sonores au service des objectifs de développement durable des Nations Unies co-menés avec les pays du Sud. Cette base audiovisuelle nous permet en tant qu'organisme d'illustrer la recherche qui est menée par nos scientifiques et nos partenaires sur des enjeux liés aux problématiques de la science de la durabilité, que ce soit dans le domaine de la santé, des changements globaux, de l'océanographie, de l'écologie ou bien encore des phénomènes de société. Ce soir, le film qui va vous être présenté s'intitule « La maladie de Lyme, quand l'éthique attaque ». Il a été réalisé par Chantal Perrin de Grand Angle Productions avec la participation de l'IRD et de France Télévisions. Il a été réalisé en 2014. Ce film va vous aider à mieux comprendre la maladie de Lyme, une infection bactérienne transmise par les tiques qui se répand dans des proportions inquiétantes dans le monde entier. Parmi les symptômes réjouissants qui l'entourent, on compte la paralysie faciale, des douleurs articulaires, mais également la méningite. Vous pourrez vous rendre compte que face à cette maladie, le monde médical et scientifique est parfois dépourvu et divisé. La diffusion de ce film sera suivie d'une discussion avec le docteur Olivier Durand. Il est spécialisé sur les microbes hébergés par les tiques et ses travaux s'intéressent à l'écologie, à l'évolution de ces microbes et à leur mode de transmission. Je vous invite donc maintenant à vous connecter sur le lien qui apparaît dans le chat afin de regarder le film et je vous souhaite une bonne projection. Bonne soirée à tous. Merci Julie. Donc juste pour vous rappeler, donc vous cliquez sur le lien, ouvrez plutôt un nouvel onglet, une nouvelle fenêtre pour garder cette fenêtre active. D'ici 55 minutes, le temps du film, on vous laisse regarder le film. On se retrouve ensemble pour pouvoir parler du film. Donc on vous souhaite une très bonne projection et à tout à l'heure.
Bienvenue pour cette deuxième partie de la soirée. Donc, j'espère que le film vous a plu. Ce documentaire ne nous a pas fait trop peur également, parce que c'est vrai qu'il il pose plein de questions sur des gestions de maladies, sur d'où vient cette maladie et l'importance de cette maladie. Donc, nous avons Olivier Duron présent ce soir pour pouvoir échanger et discuter avec nous. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat. Je vois que ça a déjà commencé, donc je vais bien faire le relais. Mais avant de faire le relais de vos questions, moi j'en ai quelques-unes quand même à poser à Olivier. Tout d'abord, qui se présente en quelques mots et de dire quelle est sa spécialité et en quoi il peut nous parler de la maladie de Lyme. Donc bonsoir Olivier et bienvenue. Bonsoir John, merci, bonsoir à tous. Donc je suis chercheur à Montpellier, je suis biologiste et je suis spécialisé sur les microbes qui sont abrités par les tiques principalement. Je m'intéresse à d'autres arthropodes, d'autres groupes, un petit peu des insectes aussi, mais c'est principalement les tiques. Ils hébergent une très très grande diversité de microbes, pas seulement des bactéries, hein, ça peut être aussi des virus, ça peut être aussi des filaires, ce sont des petits vers microscopiques, ça peut être aussi des protozoaires qui peuvent être véhiculés par les tiques, mais il y a toute une diversité de microbes qui sont présents chez les tiques. Heureusement, l'essentiel des microbes présents chez les tiques ne sont pas pathogènes. Certains sont même nécessaires à la survie des tiques, ils en ont impérativement besoin. Et seulement une infime partie de ces microbes peuvent être dangereux pour l'homme. Donc c'est un petit peu toute cette diversité de microbes que j'étudie. Qu'est-ce qu'ils font dans la tique? Comment ils sont là? Comment ils se transmettent? Est-ce qu'ils peuvent induire des maladies ou non? On a beaucoup de questions parce qu'on découvre beaucoup d'agents microbiens chez les tiques. On ne sait pas exactement ce qu'ils sont, et on passe beaucoup d'énergie à savoir s'ils sont dangereux ou pas et comment ils sont là. Pourquoi est-ce qu'ils sont là chez les tiques? Et pourquoi les tiques justement? Est-ce qu'il y a un vecteur favorable à ça? Et ils sont dangereux? Ou pourquoi être passionné de tiques comme ça? Alors, je ne suis pas passionné de tiques, hein. Enfin, si, ça m'intéresse, certes, mais c'est avant tout mon travail. Donc c'est aussi un professionnel. Mais les tiques sont des hématophages stricts, c'est-à-dire qu'elles vont se nourrir de sang et exclusivement de sang durant toute leur vie. C'est-à-dire qu'un bébé tique qui sort de l'œuf va se nourrir de sang. C'est différent pour les moustiques, hein. Les bébés moustiques vivent dans l'eau et vont se nourrir de déchets présents dans l'eau. Une tique va toujours se nourrir de sang. Et ce qui fait que très tôt, elle va être exposée en fait aux microbes qui sont présents sur les animaux sur lesquels elle va se nourrir. Si elle va se nourrir sur un micro-mammifère, comme on en a parlé, un petit campagnol, un petit loir, ou les fameux tamias dont on parle, eh bien, la tique va récupérer ces microbes. Certains de ces microbes vont se multiplier dans son tube digestif, vont coloniser ensuite les glandes salivaires de la tique et vont être réinjectés quand la tique va se nourrir ensuite, quand elle aura grandi et qu'elle aura besoin de se nourrir de nouveau. D'accord. Et donc justement, on a beaucoup de questions, notamment sur la maladie de Lyme. Donc est-ce que tu peux justement faire le lien justement entre les tiques, la bactérie et la maladie de Lyme? Alors, la maladie de Lyme est une maladie qu'on va appeler la transmission vectorielle. C'est-à-dire que la transmission de cette maladie passe obligatoirement par une tique. Alors, les tiques, il en existe 900 espèces dans le monde, un peu plus de 900 espèces. Et il n'y en a qu'une infime partie de ces tiques-là qui peuvent véhiculer la maladie de Lyme. C'est-à-dire que le microbe de la maladie de Lyme va être capable de se multiplier dans ces tiques-là, de coloniser tout le tractus digestif, tout le tube digestif de la tique, et ensuite de coloniser ces glandes salivaires pour être réinjectées ensuite derrière. Donc, ces tiques-là sont des très bons vecteurs de la maladie de Lyme et bien d'autres maladies derrière. Donc là, justement, on a beaucoup de questions autour de cette maladie de Lyme. On nous parle, il y a beaucoup la question sur le documentaire qui nous parle vraiment de la maladie chronique de Lyme. Est-ce que tu peux en parler un peu plus de cette maladie et de cette forme chronique? Alors, je pense que vous l'avez vu dans l'exposé, hein, c'est un sujet qui est controversé, les chercheurs ne sont pas d'accord là-dedans, et tout repose en fait sur un énorme problème de diagnostic. C'est-à-dire que c'est une bactérie qu'on ne va pas facilement diagnostiquer. Pourquoi est-ce qu'on ne va pas facilement la diagnostiquer? Parce qu'elle a des symptômes multiformes. Ça peut être des douleurs articulaires, on a parlé de paralysie faciale, d'atteinte neurologique, etc. C'est des choses qui peuvent avoir plein de causes différentes. Ça peut être une fatigue, une autre infection, une infection virale, etc. Ça peut être plein d'autres choses. Le seul symptôme clair de la maladie de Lyme va être ce fameux érythème migrant. Vous savez, ces taches de peau qu'on voit, ces espèces de rougeurs à la surface de la peau. Et ça, si vous avez ça, c'est vraiment un indice de la maladie de Lyme. Malheureusement, ça se produit que dans la moitié ou les 2 tiers des cas. Et en plus, si ça se produit par exemple dans le cuir chevelu, parce que vous avez été piqué dans le cuir chevelu ou dans votre dos, vous n'allez pas le voir. Vous n'allez pas savoir que vous avez eu ça. Et le problème, c'est qu'ensuite, tous les tests de détection qu'on va faire en laboratoire sont imparfaits. Ils ont un certain nombre
un très fort taux de faux positifs et de faux négatifs. C'est-à-dire que vous sortez de là avec votre test, le test va vous dire vous êtes positif, donc vous avez en effet la maladie de Lyme. Chouette, mais en effet, il n'est pas fiable à 100%. C'est-à-dire que pour certaines personnes à qui on va dire vous avez la maladie de Lyme, ils n'auront pas la maladie de Lyme. Et inversement, pour une autre partie des cas, on va dire ah ben non, vous n'avez pas la maladie de Lyme, mais en fait, ces personnes ont la maladie de Lyme, mais ça n'a pas été détecté par le test. Et tout ce problème de diagnostic, en fait, justifie un petit peu tous les problèmes d'errance médicale qu'il peut y avoir derrière, les difficultés de traitement, les difficultés à reconnaître les maladies, etc., etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, on nous a parlé énormément de la maladie de Lyme, mais les tiques transmettent énormément d'autres microbes. Le problème, c'est qu'en même temps, ça a été suggéré là, par les chercheurs du Centre national de référence sur les borrélies, les tiques vont injecter d'autres microbes. Ça peut être des virus. Je prends un exemple. Le problème, c'est que si vous prenez les 3 semaines d'antibiotiques, après une morsure de tique, vous allez tuer la Borrelia, l'agent de la maladie de Lyme, parce que c'est une bactérie, mais l'antibiotique ne va pas tuer le virus. Vous vous rappelez de ces fameuses campagnes, il y a 10-20 ans, les antibiotiques, ce n'est pas automatique pour soigner les rhumes. Et bien là, c'est la même chose. C'est-à-dire que vous allez vous débarrasser de l'agent de la borréliose de Lyme, mais vous allez garder un virus qui va être présent. Et vous allez avoir des douleurs articulaires, mais qui ne vont pas être attribuables à la borrélie, mais qui vont être attribuables à un virus qui vous aurait été injecté en même temps par la tique. Et le problème, c'est que du coup, les gens vont dire ah, mais oui, regardez, j'ai eu Lyme, voilà, j'ai bien eu la preuve. À un moment, j'ai eu mon test positif. J'ai pris ces fameux antibiotiques 3 semaines, renouvelables ou non, mais ensuite, j'ai toujours des symptômes. Je ne comprends pas. Donc, forcément, j'ai une forme chronique de la maladie de Lyme. Non, ça peut être une autre infection qui n'a pas été détectée, mais qui est présente en même temps. Et l'autre problème qui a été suggéré, c'est qu'il y a en effet des séquelles qui peuvent être profondes et sérieuses. C'est-à-dire qu'une atteinte neurologique, vous pouvez vous débarrasser de la bactérie, il va vous falloir des mois, voire peut-être des années pour récupérer un système nerveux opérationnel. Ce n'est pas des choses qui se remettent très vite en place. Donc, vous avez des séquelles sur très long terme où la personne a toujours des symptômes, a toujours l'impression d'être malade, mais n'est plus forcément porteuse de la maladie. C'est bien des effets de la maladie, sans être pour autant malade. Et en fait, toutes ces difficultés de diagnostic, ça crée une espèce de flou incroyable qui fait qu'on a toute la polémique maintenant autour de cette maladie, à savoir est-ce que je suis malade, est-ce que je ne suis pas malade, j'ai fait des tests en Allemagne, etc. Et d'ailleurs, c'est l'occasion de faire très attention parce qu'il y a beaucoup de charlatanisme. Vous allez pouvoir trouver des tests sur Internet qui vous proposent de tester si vous avez la maladie de Lyme, avec des méthodes, franchement, qui sont très, très fantaisistes parfois, où on vous demande de payer 100 € ou 150 € pour un test de Lyme. Vous envoyez un prélèvement salivaire ou un échantillon de sang qui part en Allemagne, etc., ou ailleurs. Mais c'est fait par des boîtes privées, hein, c'est pas fait par le système de santé allemand qui va vous dire vous avez bien la maladie de Lyme. Non, non, c'est fait par des petites boîtes privées, etc., où il n'y a pas vraiment de vrai regard sur la qualité des méthodes qu'elles utilisent. Donc, il y a une espèce de flou, il y a un vrai problème là-dessus, sur l'identification de qui est malade et qui ne l'est pas. Donc, si je résume aussi, c'est donc il y a aussi la maladie de Lyme, mais comme tu disais bien au début, c'est qu'il y a plein d'autres maladies qui peuvent être véhiculées par le tic, et c'est peut-être celles-ci aussi, on les connaît un peu, on les maîtrise aussi un peu ces maladies, ou comme tu parles de virus, est-ce qu'il y en a tant que ça? Alors, des virus à tic, hein, des virus à encéphalite, hein, donc qui vont gagner l'encéphale, hein, qui sont transmises par les tiques. Vous allez avoir des bactéries intracellulaires, hein, comme des rickettsia, qui vont induire des maladies assez sérieuses aussi qu'il faut traiter. Vous allez avoir aussi des protozoaires qui vont faire ce qu'on appelle des babésioses ou des pyroplasmoses. Hein. Les gens qui ont les chevaux ou des chiens connaissent bien ces maladies, ou au moins entendu ces noms-là de babésiose, de pyroplasmose. C'est aussi des maladies qui peuvent toucher l'humain. Donc, c'est des choses qui peuvent se produire. Et puis, des microbes, chez les tiques, on en découvre tous les jours. Il y a vraiment énormément de microbes, beaucoup plus que chez les moustiques, probablement, chez les tiques. Et on continue à en découvrir tous les jours, notamment grâce aux nouvelles technologies de séquençage de l'ADN ou de l'ARN qui permettent d'aller vraiment à fond dans des descriptions très exhaustives de la diversité microbienne chez les tiques. Des choses qu'on n'avait pas de façon aussi facile, aussi aisée il y a 10 ou 20 ans. Et donc, il faut vraiment avoir peur des tiques, ou parce que la façon que tu le présentes, ça veut dire que c'est vraiment un vrai vecteur. C'est un vrai vecteur de maladie. Le moustique est aussi un vrai vecteur de maladie. Hein. Souvent, je pense que, John, tu connais la boutade, peut-être, quand on demande aux enfants quel est le premier animal qui tue les humains dans le monde. Les enfants répondent les crocodiles, les requins, etc. Requins. Non, le premier animal qui tue les humains dans le monde, c'est le moustique, avec les maladies qu'il va transmettre. Là, on est tout à fait dans la même problématique. Hein. Les tiques, en ce qui concerne l'hémisphère nord, donc tout ce qui va être Amérique du Nord, Eurasie, c'est le premier vecteur de maladies infectieuses
qui nous concerne, au-devant du moustique. En zone tropicale, intertropicale, ça va plutôt être les moustiques. Mais les tiques vont être un problème pour le bétail. C'est-à-dire que les maladies peuvent aussi toucher les animaux domestiques ou sauvages et avoir un fort impact sur leur survie. Et comment Donc, se fait-il qu'il y a plus de développement de ces maladies en ce moment, qu'on en voit beaucoup plus et qu'on les diagnostique plus facilement, ou il y a peut-être plus de tiques, comme tu en parlais un peu tout à l'heure? Il y a plusieurs facteurs qui se passent. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la maladie de Lyme, c'est pas une maladie qui est sortie de nulle part. Elle était là déjà depuis très longtemps au sein des populations européennes. Peut-être que vous connaissez Oddi, vous savez, cette personne qui a été retrouvée dans les glaciers alpins et qui a été vieille de 5000 ans. Vous savez, qu'elle était tatouée, etc., retrouvée avec tous ses outils, ses habits, et qui était conservée dans ce glacier dans les Alpes. Et bien, cette personne-là, qui est, si je ne me trompe pas, qui était vieille de 5000 ans, était malade de la maladie de Lyme. Il était porteur du microbe. Donc, cette maladie était déjà là il y a 5000 ans. Elle n'est pas sortie comme ça par hasard. Après, pourquoi est-ce qu'on en parle plus maintenant qu'on en parlait avant? En fait, il y a deux choses assez simples. C'est que les tiques, il y en a un petit peu plus qu'avant. En Europe, et plus spécialement en France, le milieu sauvage est en train de se renfermer. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de forêts. La forêt est en train de progresser en France. On l'entend souvent, mais ça, c'est une vérité. De plus en plus de forêts. Et qui dit forêt va dire eh bien, animaux sauvages, etc. Et du coup, ce sont des milieux qui sont plus favorables aux tiques que ne le sont des champs de blé ou des champs de maïs ou des prés. Donc, c'est des zones où on va retrouver plus de tiques. Nos activités ont changé aussi. Maintenant, on fait beaucoup plus d'activités vertes, de randonnée, d'escalade, de VTT, etc. Donc, on est beaucoup plus en contact avec les tiques qu'on était avant. Donc, il y a plus de tiques, on est un petit peu plus en contact. Donc, mécaniquement, ça va forcément augmenter les cas de transmission à l'homme. Il y a d'autres cas qui sont produits, par exemple le fait de certaines pratiques synégétiques, de certaines pratiques de chasse, par exemple, qui consistent à systématiquement détruire les petits carnassiers. On parle de destruction de renards, destruction de belettes, de fouines dans la nature qui sont systématiquement piégés. Eh bien, évidemment, ceux-là, ce sont des prédateurs des fameux micro-mammifères qui servent de réservoir à la maladie de Lyme. Ben, c'est simple, vous enlevez ces micro-prédateurs, ces petits prédateurs des forêts, vous avez une explosion des populations de micro-mammifères, ben, mécaniquement, vous augmentez les réservoirs à borréliens dans ces forêts. Donc, c'est un problème. Et ensuite, l'autre volet, c'est que les techniques moléculaires ont progressé. Donc, maintenant, on arrive plus facilement à détecter la présence des borréliens. On le détecte très facilement chez les tiques, assez facilement chez les micro-mammifères, plus difficilement chez des grands mammifères comme l'homme, mais on sait qu'elles sont bien présentes et qu'elles circulent. Il y a Sandrine qui pose la question, quels sont les moyens de protection qui peuvent exister? Parce que c'est vrai qu'on a vu là, au début, dans les Pyrénées, moi je ne pensais pas qu'il y en avait autant. Est-ce que c'est un peu exagéré? En tout cas, c'est un peu cette question-là. Est-ce qu'il y a des moyens de nous protéger ou de faire attention? Alors, évidemment, il y a plusieurs moyens de se protéger. La méthode absolue, c'est vous restez chez vous. Mais ça n'a pas grand intérêt. On le fait un peu en ce moment, c'est vrai. Mais... Voilà, en ce moment, il n'y aura pas trop de cas de maladie de Lyme, etc. Quoique, on peut l'attraper dans son jardin. Hein, si vous êtes à la campagne et si vous êtes un petit peu en bordure de forêt ou dans une zone de bocage où il y a des haies, etc., vous êtes exposé. Ce qu'il faut, c'est éviter d'avoir des pratiques assez simples. Par exemple, vous faites une randonnée, vous restez au milieu du sentier. Vous n'allez pas vous amuser à marcher en bordure de sentier, là où il y a les herbes hautes, puisque les tiques, c'est là où vous allez les attraper. Elles vont monter en haut des brins d'herbe et elles vont vous attendre. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, on peut les voir en haut des brins d'herbe en train d'agiter leurs pattes avant, parce que sur ces pattes, elles ont des capteurs qui vont détecter les vibrations, le CO2, les odeurs corporelles, etc., qui sont de véritables détecteurs pour chercher un hôte sur lequel se nourrir. Donc, dès que vous frottez ces brins d'herbe, elles vont se décrocher du brin d'herbe et vous agripper et chercher un coin où piquer. Donc déjà, si vous évitez ces frottements avec les brins d'herbe, si vous restez au milieu des sentiers, vous limitez les contacts avec les zones à tiques. Pareil, quand vous vous asseyez pour faire de vos pique-niques, etc., choisissez plutôt des zones dégagées plutôt que des zones avec des herbes hautes. Asseyez-vous sur des pierres, etc., etc. Ensuite, une très bonne pratique à avoir, c'est quand vous revenez de randonnée ou même de jardinage, si votre jardin est dans une zone où potentiellement il y a des tiques, c'est d'examiner votre corps. Vous regardez, vous palpez le cuir chevelu, etc. Vous regardez si vous n'avez pas des tiques. Et si vous en voyez une, il faut immédiatement l'enlever. Et ça a été dit en fin de reportage, il faut pas... Vous pouvez essayer d'enlever avec les doigts, mais ce n'est pas recommandé. Ce qu'il faut surtout éviter, c'est de presser le corps de la tique quand vous l'enlevez. Parce que quand vous la pressez, en fait, vous l'écrasez. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Vous injectez tout
tout ce qu'elle a dans son estomac, dans ses glandes salivaires, vous injectez tout à l'intérieur de votre corps. Évidemment, ce n'est pas ce qu'il faut faire. Donc, soit il faut prendre une paire de pinces à épiler, soit, vous savez, les petites tire-tiques qu'on peut acheter en pharmacie pour 2-3 euros, et vous les glissez à la base de la tête et vous les enlevez comme ça, un petit peu avec un mouvement circulaire, sans écraser le corps, et vous les détachez. Et ça, c'est un bon élément de prévention. Et ensuite, si vous avez enlevé des tiques comme ça, il faut regarder la zone où vous avez enlevé la tique pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, pour voir si vous n'avez pas des rougeurs qui apparaissent, une infection, ou des choses comme ça. Et ces fameux érythèmes migrants associés à la maladie de Lyme. D'accord. Donc, on a quelques questions directement sur le film, notamment par rapport à ce que tu as dit. Donc, il y a Antoine qui nous pose la question, quel est le taux de faux positifs et négatifs, voilà, sur le taux. Et ça, c'est une grande question et on n'a pas vraiment de consensus là-dessus. À un moment, il a été évoqué que suivant les régions dans lesquelles vous faites le test, vous allez être positif, vous n'allez pas être positif. C'est que le problème, ce test va mesurer des doses d'anticorps que vous avez présentes dans le sang et va comparer ces doses-là à des doses de référence de la population de votre région. Et en fait, vous pouvez être en dessous de ce seuil ou au-dessus de ce seuil. Et ce seuil va être différent suivant les régions que vous allez vous faire tester. Et toute la problématique vient de là aussi. C'est que du coup, en effet, vous allez être positif dans certaines régions, négatif dans d'autres régions. Donc, ce taux de faux positif et de faux négatif, c'est un vrai problème. C'est-à-dire que si on vous diagnostique un Lyme, si vous avez un érythème migrant, si vous avez un test moléculaire qui vous dit que vous avez Lyme, vous êtes à peu près sûr de l'avoir. Si on vous dit que vous ne l'avez pas, comment être sûr? C'est un peu le problème. Le problème, c'est que dans l'immense majorité des cas, les gens qui vont avoir des douleurs articulaires ou des symptômes qui peuvent être les symptômes de Lyme, mais de plein d'autres maladies, en fait, ne vont pas avoir Lyme. Il n'y en a qu'une partie d'entre eux qui vont l'avoir. Le problème, c'est comment faire le tri, parce que, évidemment, pour soigner ces symptômes-là, il faut connaître l'origine. Dans certains cas, vous allez prendre des antibiotiques, dans d'autres cas, des antiviraux. Dans d'autres cas, ça peut être d'autres problèmes d'immunodéficience ou d'autres choses qui peuvent, je pense notamment aux maladies articulaires, qui peuvent se mettre en place, etc. Donc c'est assez compliqué. C'est vraiment très, très dur à mettre en place parce que l'infection peut en effet se cacher dans le corps. C'est-à-dire que vous n'allez pas avoir de bactéries qui vont être circulantes dans la voie sanguine. C'est-à-dire que si vous examinez un échantillon sanguin, vous n'allez pas voir la bactérie comme ça. Elle peut se cacher dans certains organes, continuer à être présente et vous pouvez tout simplement ne pas la détecter. Ça, c'est un problème. Donc, on a Gérard qui nous pose une question très précise. Donc sur le côté vecteur des espèces, notamment dans le film, on voit donc la personne Jean-François ou Jeff Trapp au Sénégal récupérer donc des rongeurs qui étaient des Aracacidae, je pense, et non des Ixodidae. Et il demandait si les Aracacidae seraient-elles aussi vecteurs. Voilà, donc en gros, est-ce que tous, pour peut-être faire simple, est-ce que toutes les espèces sont des vecteurs? Alors, je vais corriger une petite erreur qu'il y a dans le reportage. C'est-à-dire que le reportage nous parle de la maladie de Lyme. Et du coup, quand on bascule sur la partie en Afrique, notamment avec Jean-François Trapp, on nous parle en effet de tiques et de borréliose, mais il ne s'agit plus de la maladie de Lyme. Il s'agit d'un autre type de borréliose. On va parler de fièvre récurrente, de relapsing fever en anglais, mais c'est un groupe de bactéries qui est différent de la maladie de Lyme. Donc, ce n'est pas du tout la même chose. Et c'est des choses qu'on va retrouver assez rarement en Europe, qui sont présentes, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc déjà, il y a une différence. Et je ne sais pas si vous avez vu, les tiques qui ramassent dans leur terrier, déjà, sont différentes des tiques que nous, on peut trouver dans nos sentiers de randonnée qu'on va attraper classiquement. Et en fait, en effet, il y a une différence énorme, c'est que les tiques qui vont donner la maladie de Lyme en Europe, ça va être ce qu'on va appeler des tiques dures, des Ixodidae. Ce sont des tiques, on les appelle dures parce que vous n'arriverez pas à l'écraser. Si vous essayez de les écraser avec un talon de votre chaussure, vous n'y arrivez pas. Si vous voulez la tuer, il faut la couper en deux avec un couteau ou essayer de la brûler au briquet. Vous n'y arrivez pas. Ce que nous a montré Jean-François Trapp, ce sont des tiques qui ne sont pas au sommet des petits brins d'herbe en train de nous attendre, mais des tiques qui sont nidicoles. Elles vivent dans les nids, ici, dans des terriers de rongeurs. C'est pour ça qu'elle a été les chercher avec un aspirateur. Et c'est ce qu'on va appeler des tiques molles. C'est pour ça qu'elles n'ont pas le même aspect. Et elles s'écrasent très bien. On en a en Europe, mais elles sont beaucoup plus rares et en général, elles piquent pas l'homme ou très rarement l'homme. Ça peut arriver, mais c'est quand même pas si courant que ça. Alors que dans les zones africaines, que nous a montré Jean-François Trapp, ces tiques molles sont extrêmement abondantes. Ce sont des argacidés, c'est le nom consacré, enfin scientifique, pour ces bactéries-là, et qui vont transmettre, certes, des borrelia, mais pas les borrelia burgdorferi qui vont donner la maladie de Lyme. Donc, il y a une petite erreur là-dessus. Donc, on pourrait dire qu'en effet, les borrélioses, il y en a partout dans le monde, mais les maladies de Lyme, il n'y en a pas dans cette partie-là de l'Afrique.
Justement, tu as un peu répondu à la question de Muriel, justement en disant, là, l'éthique qu'on parle, on pensait ceux en milieu tempéré. Est-ce que la question était, est-ce que c'était les mêmes en milieu tropical? Donc, tu as commencé un peu répondu à cette question-là. Et est-ce que les pathogènes qu'elle héberge sont les mêmes? Donc, qu'est-ce que ça véhicule? Tu as un peu répondu, mais est-ce qu'il y a d'autres pathogènes qui sont aussi dangereux que la maladie de Lyme ou de ce Oui, 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 il y en a d'autres. documentaire? La borréliose dont parle Jean-François Trapp, c'est une vraie maladie que je souhaite à personne, hein. En effet, ce n'est pas une maladie très, très sympathique. Mais les tiques ont réussi à coloniser à peu près tous les écosystèmes terrestres, c'est-à-dire qu'on va les retrouver à peu près sur tous les continents. On va même les retrouver en Antarctique. C'est-à-dire qu'en Antarctique, il y a très peu d'arthropodes terrestres. Je crois qu'il y a juste 2 ou 3 espèces documentées. Et il y a une espèce de tique qui est spécialisée sur les oiseaux polaires qu'on va retrouver en Antarctique. C'est-à-dire, vous avez tous en tête ces documentaires animaliers où on voit les populations de manchots nidifiés au milieu de la glace, marcher pendant des heures, la marche de l'empereur et tout ça. Eh bien, ces manchots vont se faire piquer par des tiques là où ils vont pondre leurs œufs, c'est-à-dire au milieu de ces rochers complètement glacés en Antarctique. Il y a des tiques qui vont être là et qui vont leur transmettre des borrélias. Alors, ça ne va pas être tout à fait les mêmes que les nôtres, hein. Ça ne va pas être celles qui vont faire la maladie de Lyme non plus, mais ces oiseaux de mer, là, vont avoir leur borrélia qui va leur être proche. Et dans toutes les zones du globe, en général, on va retrouver des microbes plus ou moins pathogènes associés aux tiques un petit peu partout. Et Il y, donc, toi, il y en a qui sont un peu sympathiques. Il y a des fièvres hémorragiques. Donc, je pense que fièvre hémorragique, on comprend bien le principe quand on écoute le nom, qui sont transmises par des tiques, hein. Peut-être vous avez entendu parler des fameuses tiques géantes à Pattreillé, qui sont arrivées dans le sud de la France il y a quelques années. Ce sont des collègues du CIRAD à Montpellier qui étudient très bien ça. Et ces tiques-là, elles sont bien installées dans le sud de la France depuis quelques années. Elles ont la particularité de venir vous chasser, c'est-à-dire qu'elles ne vont pas vous attendre en haut du brin d'herbe, vous vous asseyez pour prendre vos pique-niques et elles peuvent faire 3-4 mètres très rapidement pour venir vous piquer. Et ces tiques-là peuvent vous transmettre un virus, donc pas une bactérie, c'est un virus, qui va être responsable d'une fièvre hémorragique. D'accord. Particulièrement sympathique. Il n'y a pas eu de cas en France, mais il y en a eu quelques-uns en Espagne. Il y en a eu plusieurs en Anatolie, donc en Turquie. Et c'est des choses que peuvent transmettre les tiques, qui arriveront peut-être un jour en France, je ne le souhaite pas, mais ça fait partie des choses possibles. Et donc, toi, dans ton travail, tu travailles sur tous les tiques, sur toutes les zones tempérées et tropicales, ou tu t'es focalisé quand même sur une zone particulière? Alors, j'ai 2 zones d'intérêt un petit peu particulières. Il y a la France métropolitaine, bien entendu, hein, parce qu'il y a toute une diversité de tiques qu'on trouve directement dans notre environnement. Donc, elles sont intéressantes d'un point de vue santé publique, parce que c'est celles qu'on côtoie. Et puis, techniquement, elles sont plus faciles à aller chercher que des tiques dans l'Antarctique. Donc, ça présente double avantage. Ensuite, j'ai tout un autre programme de recherche qui est basé en Guyane. Et là, c'est tout aussi intéressant, parce que la Guyane est un territoire qui est recouvert à 95% de forêt, pas ou très très peu exploré, peu exploité, où on va retrouver toute une diversité d'animaux sauvages, hein, des jaguars, des pumas, des paresseux, des pécaris, des tapirs. Et il y a toute une diversité de tiques qui va leur être associée. Certaines tiques vont se retrouver par exemple que sur des paresseux, et vous n'allez pas les retrouver sur d'autres animaux. Et elles ne sont jamais regardées pour la diversité des parasites qu'elles peuvent véhiculer, bien que ce soit des parasites qui puissent induire ce qu'on va appeler des maladies zoonotiques, c'est-à-dire des maladies qui peuvent passer de l'animal à l'homme. Donc, c'est un petit peu ce qu'on regarde en Guyane. On s'intéresse énormément à la diversité des tiques et des microbes qui sont présentes chez les tiques dans ces zones-là. Et on découvre énormément de nouvelles bactéries. On a découvert une nouvelle espèce de borrélie, donc la fameuse Borrelia qui induit la maladie de Lyme. Donc, en gros, dans ce groupe-là des borrélies, il y a 2 groupes principaux. Il y a le groupe de la maladie de Lyme et il y a le groupe dont nous parlait Jean-François Trapp, c'est-à-dire qui fait ces borrélioses en Afrique, ces fièvres récurrentes. En Guyane, on a découvert un 3e groupe de borrélie qui est différent encore du groupe de Lyme ou des groupes des fièvres récurrentes, qui est encore quelque chose de différent et qui est très présent dans les environs de Cayenne. Pour l'instant, on l'a documenté que chez les animaux, principalement sur les petits passereaux qu'on peut trouver dans les jardins à Cayenne, et principalement aussi sur les petits mammifères arboricoles. C'est potentiellement une bactérie qui, occasionnellement, pourrait se retrouver chez l'homme. On a d'autres questions donc, par rapport à la prévention et aussi le traitement. Donc, Isabelle qui nous pose la question, même si le film l'aborde rapidement, côté thérapeutique et prévention, la recherche se concentre-t-elle plutôt sur le développement d'un vaccin ou d'un médicament ou essentiellement la prévention? Elle se consacre un petit peu à tout ça en même temps.
Par contre, ça va être différentes équipes. C'est-à-dire qu'il y a des équipes qui sont spécialisées en recherche de vaccins, des équipes spécialisées en recherche de traitement, d'autres en recherche clinique, d'autres en détection et en typage des bactéries. C'est plutôt des choses comme ça que nous on fait, que nous faisons, pardon. Donc, les efforts, ils se font un petit peu à tous ces niveaux-là. Mais techniquement, ce n'est pas un modèle facile. On n'est pas en présence de bactéries aussi simples. Elle a été découverte que dans les années 70, hein, quand même. Alors qu'on parle d'une bactérie qui est très présente dans les populations européennes et nord-américaines, qui quand même ont des systèmes de santé assez performants et un suivi des patients qui sont assez poussés. Et malgré tout, ça a été découvert dans les années 70, alors que, comme je vous le disais, elle est présente depuis des milliers d'années dans nos populations. Donc oui, l'effort, il est là. Il y a une controverse parce que, évidemment, on n'arrive pas à mettre la main sur les bons tests diagnostiques. Donc ça, c'est un vrai souci. Mais en effet, les efforts de recherche sont là. Alors, dans le documentaire, il y a quand même ça et là des choses qui m'ont un petit peu gêné, hein, parce qu'il y a des relents un petit peu complotistes, ça et là, quand on entend dire que l'État se refuse de reconnaître les maladies de Lyme, que les firmes pharmaceutiques sont de la partie, etc. Euh, très honnêtement, j'ai un peu de mal avec ce discours-là, puisque je travaille directement sur des bactéries comme ça. Donc, techniquement, c'est quand même une bactérie qui n'est pas si facile à étudier que ça. Donc, je ne pense pas qu'il y ait de conspiration de l'État, et encore moins des firmes pharmaceutiques, parce que je pense qu'au contraire, les firmes pharmaceutiques auraient tout intérêt à proposer des tests diagnostiques pour la maladie de Lyme. Imaginez un petit peu aujourd'hui une firme pharmaceutique qui vous présente un test diagnostique fiable de la maladie de Lyme. Il voit ses actions multipliées par 100 du jour au lendemain. Donc, je ne pense pas à un complot des firmes pharmaceutiques pour ça. Parce qu'en fin de compte, les traitements de Lyme aujourd'hui, ça reste des antibiotiques assez utilisés par ailleurs et assez peu chers. Justement, pour faire le lien, il y avait la question, est-ce on voit une augmentation des personnes qui ont la maladie de Lyme? Parce qu'on parlait à un moment de maladies rares au début, en tout cas dans le film, ils parlaient qu'elle était considérée comme maladie rare. Est-ce qu'on voit une augmentation, une diminution, on stagne, ou on découvre? Le problème, c'est toujours l'identification des malades, à savoir avoir un test fiable qui nous dit qui est porteur, qui ne l'est pas. Au départ, c'était documenté comme une maladie rare. Et ça l'était probablement. C'est vrai qu'il y a 40, 50 ans, il y avait probablement moins de tiques que maintenant. Donc, quelque part, il devait y avoir moins d'incidence de la maladie dans la population. Donc, elle était quelque part plus rare. Après, on fait souvent le comparatif entre la France et l'Allemagne, en disant qu'il y a beaucoup plus de cas en Allemagne et en France. C'est vrai, mais là, il faut prendre en compte aussi des paramètres éco-géographiques qui sont importants. C'est que, par exemple, les tiques, alors toutes les tiques ne sont pas vectrices de la maladie de Lyme. Hein. Toutes les tiques que vous allez rencontrer en France ne sont pas vectrices de la maladie de Lyme. Les tiques que vous allez ramasser sur les chiens ou les chats, celles que vous allez trouver dans leurs oreilles, etc., ne sont pas des tiques vectrices de la maladie de Lyme. C'est d'autres espèces de tiques. Ce ne sont pas les mêmes. Et ces tiques-là, vous ne les trouvez pas n'importe où. Par exemple, les tiques vectrices de la maladie de Lyme, vous ne les trouvez pas sur le pourtour méditerranéen. Moi, j'habite à Montpellier. À Montpellier, vous n'avez pas ces tiques-là. Hein. Je peux essayer de les chercher pendant des années, je ne vais pas les trouver. Par contre, en Allemagne, vous allez les trouver sur à peu près tout le territoire. Donc, ce qui fait que le taux d'exposition de la population allemande n'est pas le même que le taux d'exposition de la population française. Ce qui justifie un petit peu aussi les écarts de discours qu'on peut voir. On a entendu un médecin alsacien tout à l'heure dire « Ah mais non, moi, ce n'est pas du tout une maladie rare, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. » Tout à fait vrai. En Alsace, ce n'est pas une maladie rare. C'est une maladie même extrêmement commune et qu'il faut prendre très au sérieux. Ce n'est pas un souci. En revanche, aller demander à un médecin à Nice, à Cannes, à Marseille, à Montpellier, je vais vous dire, Lyme, je vois personne qui en a. Sauf les personnes qui vont revenir de séjours dans les Pyrénées, de séjours dans le Massif central, des Alpes, etc. Mais ce n'est pas des contaminations locales. Donc, il y a une vraie disparité géographique en France, mais globalement, quand même, la tendance est à l'augmentation. En partie parce que les gens sont de plus en plus informés, donc, et les médecins aussi. Donc, du coup, on a une plus grande facilité de diagnostic qu'on n'avait pas avant. Et sans doute aussi parce que la maladie est plus commune qu'avant aussi. Donc, on a Clément qui pose une question. Vu que la Borrelia peut passer dans tous les tissus de transmission, est-ce qu'une transmission entre un embryon, entre l'hôte et l'embryon, est-ce que c'est possible d'avoir cet échange-là? Alors, je ne me prononcerai pas là-dessus parce que j'avoue ne pas avoir la réponse à la question. Je dirais qu'a priori, c'est quelque chose qui est possible, en tout cas qui peut être envisageable.
Et ce serait quelque chose à prendre au sérieux. Je pense qu'il y a des études qui sont publiées là-dessus, qui se sont intéressées à ce point-là, à cette transmission de mère à fœtus. Je pense qu'en effet, c'est une possibilité. Mais je ne serais pas affirmatif là-dessus. Il faudra regarder un petit peu plus la littérature concernant ce point précis. Il y a Nicolas qui te remerciait. Merci d'avoir réagi au ton complotiste du documentaire. Ça me dérangeait aussi. Voilà, donc, voilà. Après, je pense que ça concerne juste, je pense notamment à deux personnes qui reviennent de façon assez récurrente dans ce documentaire. Et c'est un documentaire qui a été fait en 2014. Je pense qu'à l'heure actuelle, avec toutes les polémiques qu'on a eues dans avec la Covid, je pense que d'autres de ces personnes ne participeraient plus à ce type de documentaire aujourd'hui. En tout cas, pas de la même façon et pas avec la même importance que celle qu'il leur a accordée aujourd'hui. Enfin, à l'époque, pardon. On vous laisse si vous avez encore une ou deux questions, et sinon on va clore notre soirée. Donc n'hésitez pas à participer sur le chat. Donc moi je revenais un peu aussi sur tes recherches. Donc tu disais sur le côté éthique, sur les maladies. Donc comment tu analyses ces bactéries, comment tu les identifies, ces virus, bactéries et tout le micro-organisme. Ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart de ces microbes ne sont pas cultivables. Donc souvent, quand on parle microbes, tout le monde a en tête la petite boîte de pétri, vous savez, la petite boîte ronde, transparente, avec la culture de bactéries dessus, etc. Eh bien, ça marche très, très mal pour 90-95% des microbes. Et ça marche très, très mal pour les microbes qui sont à transmission vectorielle. Parce que ce sont des microbes qui ont besoin de vivre dans des tissus de la tique, dans des cellules de tique ou dans des cellules humaines. Donc, ça ne va pas pousser comme ça dans une boîte en plastique avec un milieu de culture. Donc, ces bactéries-là, ou ces microbes en général, pour les chercher, on va chercher leur ADN. C'est-à-dire qu'on va faire quelque chose d'assez simple. La tique, on va la prendre en entier, on va la broyer entièrement et on va récupérer son ADN. En tout cas tout son matériel génétique, que ce soit de l'ARN ou de l'ADN. Et on va séquencer cet ADN-là. Et dans cet ADN-là, on va avoir énormément de l'ADN de la tique, puisqu'évidemment elle était là. On va avoir l'ADN de l'hôte sur laquelle la tique s'était nourrie. C'est-à-dire que si elle s'est nourrie sur un humain, eh bien, on va retrouver de l'ADN humain à l'intérieur. C'est normal, c'était dans son tube digestif. Mais on va retrouver aussi l'ADN de tous les microbes qui étaient présents dans la tique. Et c'est ce que nous, on va chercher, puisque cet ADN-là, il va être propre à chaque microbe. Chaque microbe peut être différencié sur la base de son ADN. Donc, c'est comme ça qu'on va pouvoir identifier et très, très précisément quel microbe, quelle espèce, quelle souche, quels variants vont être présents, etc. Des variants plus ou moins pathogènes, on peut les identifier avec l'ADN de façon extrêmement précise. Et c'est comme ça qu'on a montré d'ailleurs que énormément des microbes qui étaient présents chez les tiques, qui étaient documentés comme étant pathogènes, en fait étaient des formes non pathogènes de ces bactéries-là. Et c'était même des formes très spécialisées qui ne pouvaient vivre que dans les tiques et qui n'étaient pas du tout pathogènes. Et c'était très intéressant à étudier parce que ça nous a montré qu'en fait, il y avait une confusion évidente qui existait dans la littérature scientifique spécialisée qui disait attention, dans telle région, vous allez avoir cette espèce de tique où 90% des tiques sont porteuses de telles bactéries très infectieuses. Et ce que nous avons pu montrer, c'est qu'en fait, non, ces bactéries-là sont des souches non infectieuses qui vont rester spécifiquement, ou du moins très très majoritairement chez les tiques et qui ne présentent pas un risque infectieux pour les populations. Donc quelque part, ça a permis un petit peu de dégonfler ce risque infectieux aux tiques, qu'il ne faut pas enlever. La maladie de Lyme, elle est là, elle est bien transmise, il n'y a pas de doute. Mais pour d'autres microbes, on a pu montrer que ce risque-là n'existait pas et qu'il avait été survendu, enfin en tout cas surestimé dans les années précédentes. Donc, on a deux dernières questions. Donc, Gérard qui demandait que penser de ceux qui mettent de la vaseline ou d'autres pommades sur les tiques fixées pour les détacher. Est-ce que ça aide Pour les détacher, je ne suis pas sûr. Je pense même que ça peut un petit peu gêner pour les détacher. Pour une très bonne raison, c'est que ça a glissé. Alors, ouais, voilà, et du coup, c'est pas très très bon. Ce qu'il faut savoir, c'est que la tique, elle va planter dans le derme, dans l'épiderme, un véritable rostre. C'est-à-dire que ça va être un appareil qui va être recouvert de petites barbelures qui vont être orientées vers l'arrière. C'est-à-dire qu'elle vous injecte ça et quand vous la tirez, les barbelures, elles vont s'écarter. Ça va faire comme des petites encres et il peut y en avoir plusieurs centaines qui restent dans la peau. C'est pour ça que quand on tire une tique, la peau, elle se soulève. Oui. C'est à cause de ça. Et en plus de ça, elle va sécréter un espèce de sément. Ça va être des protéines qui vont très vite durcir autour de ce rostre et qui vont faire un véritable ciment avec la peau et qui font que si la tique est fixée depuis 2-3 jours, en fait, ce que vous arrachez, c'est la tique, son rostre et une petite rondelle de peau autour qui était collée à ce rostre-là. Donc la vaseline, ce n'est pas quelque chose qui peut aider. À la limite, ça peut étouffer la tique parce qu'un corps gras va boucher
tous les petits pores que la tique va avoir pour respirer. La tique ne va pas respirer par sa bouche, elle n'a pas vraiment une bouche à proprement parler, mais par des petits trous qu'elle a le long du corps. Et si on met un corps gras dessus, elle ne va pas respirer. Cela dit, je pense que ça va être une mort très lente et je ne suis pas sûr qu'au bout de 48 heures, elle soit morte. Après ça. Et donc, dernière question de Muriel, quelle durée de vie ont les tiques et pourrait-on imaginer de transporter un tique d'une porteuse d'une bactérie de Lyme d'une région infestée jusqu'à notre région, par exemple? Et si Bien on sûr. si on la déplace, est-ce qu'elle s'adapte aussi à notre région? Alors, les tiques, suivant les espèces, suivant les régions froides, régions tropicales, peuvent vivre plus ou moins longtemps. Certaines tiques peuvent vivre jusqu'à une dizaine d'années. C'est-à-dire, il y a des tiques, par exemple, les tiques que nous montrait Jean-François Trappe, là, qui vivaient dans les terriers. Si elles n'ont pas de rongeurs qui viennent dans les terriers, elles peuvent rester 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans dans le terrier à attendre qu'un nouveau rongeur arrive. Et elles vont être là, toujours actives, toujours présentes. Les tiques dont on parlait en zone polaire, elles ont un cycle de vie de 5-6 ans minimum. C'est-à-dire que le moment entre l'éclosion et la reproduction, il va se passer 5 ans. Donc, c'est des cycles qui sont très, très longs. Au laboratoire, dans des très, très bonnes conditions expérimentales, quand on veut reproduire une tique, c'est au minimum 6 mois. Donc, c'est très, très long. Et donc, elles peuvent s'adapter d'un milieu à l'autre ou justement, si on prend un milieu, par exemple, en Alsace et dans Alors, le climat non, ça méditerranéen? dépend des espèces de tiques. Chaque espèce de tique va avoir son écosystème privilégié. C'est pour ça aussi que sur le pourtour méditerranéen, on ne va pas retrouver les tiques qui vont transmettre la maladie de Lyme. Parce que ce sont des espèces de tiques qui ont besoin d'une certaine humidité, notamment dans les stades larvaires, qu'elles ne vont pas trouver sur le pourtour méditerranéen, ou du moins assez rarement. Et du coup, ce qui empêche ces espèces-là de se maintenir sur le pourtour méditerranéen. Des espèces qui sont adaptées à des milieux désertiques, etc. etc. Donc en fait, il y a toute une gamme, de tolérance aux variations climatiques qui va être propre à chaque espèce. Et pour répondre à la dernière partie de la question, qui était est-ce qu'une tique peut voyager avec une personne? C'est vrai, elle peut voyager avec une personne, et c'est encore plus vrai avec les animaux domestiques comme le bétail, qui peut être transporté sur de très longues distances. Et c'est comme ça que, par exemple, en Amérique du Sud, on a introduit des tiques du bétail qui sont venues depuis l'Afrique avec justement le déplacement d'animaux depuis l'Afrique jusqu'à l'Amérique. Merci Olivier pour toutes ces informations très très claires et très intéressantes qui a bien complété notre documentaire. On peut te retrouver donc samedi, donc comme dans notre programmation samedi, on retrouve quelques intervenants et d'autres qui ont accompagné les films à 14h30 lors d'une table ronde virtuelle, hein, bien sûr, hein, toujours avec nos écrans interposés, pour faire un exercice d'échange autour de la thématique de la santé et une vision transversale de nos différents documentaires. On vous attend également donc demain à 18h pour voir notre quatrième film qui est Demain tous crétins. Je vous en dis pas plus, vous pouvez regarder le résumé et la bande-annonce vous sera proposée également pour pouvoir voir le contenu de ce film. Donc merci Olivier, merci à tous et à demain pour tout le monde. Merci, au revoir. Au revoir.